Alors, la marque bankable, on peut la définir de différentes manières. Il est vrai que je pense qu'il faut faire en tous les cas une différence entre la marque dite forte et la marque bankable. La marque dite forte, c'est effectivement celle qui va être peut-être au cœur d'une forme de notoriété, une forme de marque notoire qui va être plutôt éphémère. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui un pitch d'une start-up qui souhaite démontrer ce que va être sa marque, elle cherche avant tout la notoriété. Il va lui falloir investir beaucoup, mettre beaucoup de moyens et finalement rechercher cette idée d'être uniquement dans le top of mind, le fameux top 5, qui permet d'avoir mémorisé uniquement la marque. Marque bankable va beaucoup plus loin. En fait, la marque bankable, c'est un aspect à la fois marketing et financier. C'est le véritable levier qui doit être conduit par les entreprises pour atteindre cette logique de bankable, à rendre la marque à la fois donc audible, crédible, lisible dans le temps. Une marque va être aussi confrontée à cette logique de temps, forcément. Il faut lutter pour une marque systématiquement à l'érosion du temps. Ce qui va faire la marque bankable aussi, c'est celle qui va être d'un point de vue stratégique rare, inimitable, remarquable, mémorable, mémorisable et potentiellement, je dis bien potentiellement, rentable en tous les cas à moyen et long terme. Puisque là, le principe aussi de la marque bankable, c'est de ne pas forcément revendiquer une rentabilité immédiate. On le voit avec un certain nombre d'exemples de pure players que peuvent être par exemple des Amazon qui a été rentable au bout de sa 8e année d'existence, ou encore Twitter qui peut être rentable au bout de sa 12e année d'existence. Donc on est dans cet angle-là. Ce qu'il faut retenir sur la marque bankable, à mon sens, c'est de proposer quelque chose de différent, de très structuré en tant que marque auprès des consommateurs, auprès des utilisateurs, auprès des investisseurs. C'est une marque qui va séduire, c'est-à-dire que cette marque va attirer à soi, d'une part, et d'autre part, elle va être surtout demain référente dans la différence. Donc référente dans la différence, c'est aussi atteindre ce que l'on appelle, d'un point de vue plutôt financier, devenir une marque qui va être orbitale. Alors la marque orbitale, c'est finalement cette marque qui va devenir, pas forcément d'ailleurs leader, mais qui va être référente aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'on peut être d'ailleurs 2e ou 3e d'un marché, mais on exprime l'idée que cette marque aujourd'hui est innovante. Elle peut être référente par sa notoriété ou par ne serait-ce que son image de marque. La marque orbitale, c'est celle qui va aussi avoir, je dirais, le coup d'avance par rapport aux autres sur son segment de marché, par exemple. On peut être une marque de chaussettes et avoir un coup d'avance sur les autres, ou SpaceX d'Elon Musk, et d'avoir aussi peut-être pas ce coup d'avance, mais de devenir référente parce que sur ce marché précis, il y a entre guillemets peu de référents. Donc il devient référent malgré la jeunesse de son entreprise. Monster Energy Drink, qui est le principal concurrent aujourd'hui de Red Bull. C'est vrai qu'on parle souvent de Red Bull en tant que marque et produit de boissons énergisantes. Monster Energy a cet intérêt d'être effectivement déjà récente, puisque c'est une marque qui a aujourd'hui moins de 20 ans. Elle a été créée aux États-Unis en 2002. Elle a cette empreinte très très forte dès sa naissance finalement, puisque cette entreprise a cultivé tout de suite, pour le coup, l'énergie. C'est ça qui est intéressant, avec une logique de valeur portée sur le sport extrême. On peut se dire à peu près le même positionnement que Red Bull, sauf que, à la différence de Red Bull, Monster Energy n'est pas ce qu'on appelle une marque média, c'est-à-dire qu'ils n'entretiennent pas forcément un brand content très fort. Par contre, ils sont sponsors de beaucoup d'événements et entretiennent justement cette image au travers de ces événements. Sport extrême, Ken Block avec les Gymkhana qui font plusieurs millions de vues. Ça, c'est un des aspects de la marque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Monster Energy est arrivé par un biais qui va être celui plutôt de l'underground. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés comme Red Bull
à grand renfort de publicité, ils sont avant tout rentrés sur des segments de marché, justement par cette logique un peu pointilliste de l'underground, c'est-à-dire finalement rendre cette marque très cool, très sympa. Voilà. Ça c'est un des aspects qui caractérise Monster Energy. Et l'autre aspect qui me semble très fort, c'est d'avoir mis en avant, à la fois dans le logo, on le voit avec la griffe en tant que telle, cette couleur fluo et en même temps cette couleur noire très premium, cette logique de passion qui est très présente à la fois donc, dans le logo, dans le nom en tant que tel, hein, et puis derrière dans l'ensemble des principes qui vont être liés à la marque dans son utilisation au quotidien. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui que cette marque est présente dans 100 pays, ce qui est quand même une très grande réussite et qui ne fait pas d'elle, certes, un leader, c'est ce que je rappelais tout à l'heure dans la logique de marque bankable, ce n'est pas le leader, par contre c'est devenu une marque référente, c'est devenu une marque remarquable, c'est devenu une marque rare finalement, qui est difficilement imitable, certains ont essayé, n'ont pas réussi. Il est vrai qu'on peut évoquer la marque bankable de nombreux aspects, on pourrait en parler des heures. Il y a un des aspects aussi sur lesquels on peut peut-être faire un focus, sur lesquels on peut zoomer, c'est la logique de culture. La logique de culture qui est très très forte, très prégnante. Comme je pouvais prendre comme exemple, nous ne sommes pas obligés d'avoir aussi forcément une marque mondiale pour être bankable, hein, peut être bankable d'un point de vue local, mais en tous les cas, il y a un dénominateur commun qui est très important au sein justement de l'ensemble de ces marques qui sont bankable ou qui tentent de devenir, c'est la culture. Le fait de véhiculer une culture. Si on prend des exemples comme des marques comme Vans, la marque américaine créée dans les années 60, Adidas qui a reboosté son image au milieu des années 80 aux États-Unis et puis après un peu partout dans le monde, ou encore en exemple les casques Beats qui ont été lancés au milieu des années 2000, il y a ce dénominateur commun par exemple de la culture, street culture, alors à la fois qui peut être hip-hop, très forte, qui peut être la culture du skateboard par exemple, la culture de la liberté, vraiment de la liberté qui peut amener justement derrière le consommateur à s'identifier. Mais dans un autre cas, on peut aussi avoir d'autres marques bien plus anciennes, si on prend par exemple ne serait-ce qu'Hermès, qui va elle véhiculer non pas la culture du luxe, puisque c'est un mot tabou quand on analyse cette marque. Le luxe n'est jamais cité, on parle d'élégance, on parle de sellerie, on parle d'artisanat, on parle de principes qui vont être plutôt liés au monde équestre. Donc on véhicule systématiquement une culture très forte au sein de ces marques.